Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente parce qu'en fait en août on a critiqué qu'un film en fait, Overdrive. Ouais. Comme ça. Donc du coup on voulait quand même parler des autres films, on n'a pas pu le faire en fait. Du coup on va parler de La Tour Sombre, Atomic Blonde. ouais, Seven Sisters et aussi Les Proies, mais celui-là on l'a pas vu ensemble donc je le ferai seul quoi. Donc pour commencer, La Tour Sombre, réalisé par Nicolas Hirzel. Et donc avec Matthew McConaughey et Idris Elba dans les rôles principaux. Et franchement, c'était le blockbuster de l'été quoi. Franchement. Il fait vraiment ce qu'on demande à un blockbuster. Il divertit. Il nous tient en haleine. Oui. En plus, il est pas trop long parce que il y en avait marre, franchement, des blockbusters qui étaient longs. Ouais, surtout non, mais où ça servait un petit peu à rien. Là, le film, il va à l'essentiel. Pour pouvoir faire des suites, en fait, il essaye vu qu'il adapte un roman de Stephen King, il essaye de pas tout mettre d'un coup. D'ailleurs, ils nous font plusieurs références à d'autres œuvres, même genre ils font une référence à Pennywise, donc le clown dans ça, mais c'est pas les mêmes boîtes de prod, du coup on sait pas s'il y aura vraiment un univers connecté, même si ce serait vachement cool. Franchement, j'espère. Le troisième acteur principal est Tom Taylor, donc un petit garçon, on va dire, qui a l'air d'avoir pas mal vieilli en fait depuis le tournage du film. Ouais, peut-être juste bien maquillé aussi. Et ouais, du coup, il est quasiment pas mis en avant sur les affiches, alors qu'il est tout autant important que les deux autres acteurs, quoi. Voire même plus. Ouais, même on voit plus que Matthew McConaughey. C'est vraiment genre l'élément central du truc, quoi. Et il se débrouille vachement bien. Ouais, franchement. Et ouais, non, ce que j'ai vraiment apprécié dans le film, c'est qu'il y avait pas mal d'idées visuelles, notamment dans les mondes, enfin, comment dire, ouais, pour simplifier en fait. Pour pas spoiler surtout. Ouais, il y a la Terre, qui est pas au centre de l'univers, et en fait, au centre de l'univers, il y a la Tour Sombre, et plein d'autres mondes parallèles, comme des terres désolées, etc. Et il y avait des trucs assez innovants, quoi. Genre. Donc, faire un mélange western avec le personnage du pistolero. C'est vrai. Mélangé contre de la magie, en fait, par exemple. C'est même un mix entre du mentalisme et de la magie et du spiritisme et des trucs comme ça. Ensuite, le seul petit bémol qu'on peut ajouter au film, c'est qu'il fait un petit peu comme Les Visiteurs et tant d'autres films, c'est de mettre un personnage d'un autre monde et de nous faire des situations comiques. Ça, c'était déjà vu, quoi. Mais c'était drôle. Donc du coup, ouais, voilà, c'est un film sympa, avec des messages assez simples, mais au moins il y en a. Et ça, ouais, c'est efficace. Donc du coup, je comprends pas pourquoi il y a tellement de... Le film se descendre, et franchement, il le mérite pas. Donc ensuite, on passe à Atomic Blonde, cette fois réalisé par David Leitch. Donc c'est le co-réalisateur du premier John Wick. Il a pas bossé sur le deuxième. Et l'année prochaine, il nous fait Deadpool 2. Oh, ça je savais pas par contre. Alors au casting principal, on a James McAvoy et surtout Charlize Theron et Sofia Boutella. Donc le film d'espionnage assez classique en somme, à quelques jours de la chute du mur de Berlin, donc à Berlin. Il y a une affaire de micmac et d'agents doubles entre les Russes, les Allemands, les Français, les Anglais, tout ça. Et au milieu de tout ça, il y a Lorraine, une espionne qui doit se charger de retrouver le MacGuffin de tous les films d'espionnage, donc un microfilm avec des noms dessus. Et ça reprend des scénarios. Le scénario fait penser à des vieux James Bond un peu, mais suite avec une réa plus modernisée. Et donc. En gros, ça commence par le meurtre de son plan cul, donc elle est bien vénère. Donc, meilleur point du film, c'est James McAvoy, parce que avec ça et Split cette année, il s'est lâché. Ouais, il s'est lâché. En même temps, c'est un putain de bon acteur. Donc, Charlize Theron, elle est très bien, même si. Elle n'égale pas sa performance dans Mad Max. Et même son choix de film. Le film est très bien réalisé, vu que David Leitch, de base, c'était un directeur des cascades. Et donc, du coup, c'est quand il fait des scènes d'action, ça pète. Et même genre ses plans sur les monuments de Berlin. Donc ça se voit qu'il a pas mal tourné en décor réel et qu'il nous fait passer ça pour un truc de quasiment 30 ans, en sélectionnant les bons endroits qui n'ont pas tellement vieilli. Alors il nous fait aussi un plan séquence de 15 minutes. Bon, même si ça se voit qu'il y a des coupures par moment, c'est quand même très bien fait. Et ensuite, ouais, son traitement colorimétrique déchire. Ouais, c'est en même temps terne et ultra coloré.
selon... Et même les lumières, mon gars. Ouais, les lumières dans la chambre d'hôtel, franchement, genre avec des néons comme ça. Même si on sait pas trop d'où elles sortent. Donc ensuite le réal c'est pas mal lâché au niveau de ses références. Évidemment ils vont dans un cinéma donc est-allemand où ils passent du Tarkovsky. Alors je sais plus ce que c'était le Miroir, ou Stalker ou Solaris. Un de ces trois là, mais je sais que c'était un Tarkovsky. Et aussi au niveau des musiques. Alors déjà... Pour moi c'était ça le meilleur point du film. C'était pas James McAvoy, c'était les musiques. Ah oui, petite anecdote, tu voulais la raconter, non? En fait, pendant le générique, on entend la première note et en fait on se regarde parce que c'était une musique de... donc Cat People de David Bowie, oui, qu'on avait écouté en boucle. Enfin on avait écouté la reprise de Manson en boucle pendant le week-end avant qu'on aille le voir. Et il y avait... je la connaissais même pas mais la chanson allemande là. 99 Luftballons de Nena. Super connue et à un moment genre... Surtout sur une scène assez forte. C'est ça. Ils disent quand même qu'ils vont pas raconter l'histoire de la chute du mur, mais ce qui s'est passé à côté. D'ailleurs, ça, on peut un petit peu passer au bémol qu'on a par rapport au film. Alors déjà, moi, j'avais un problème, c'est que le scénario, des fois, j'avais l'impression qu'ils rajoutaient des trucs juste pour densifier le film, mais que c'était un petit peu gratuit. Bah, moi-même, genre, pour certaines scènes de bataille, genre, c'est limite... cliché, genre de film d'horreur des années 80 en mode l'ennemi a toujours un second souffle, sauf que là c'est pas un second souffle, ni un troisième souffle, c'est un... C'est un Terminator, ouais, voilà, genre le mec, enfin, il est pas humain, c'est un cyborg, genre, enfin... C'est Captain America. Un autre bémol que j'ai trouvé au film, alors, le personnage de Lorraine est clairement bisexuel, et je ne comprends pas qu'en 2017, on puisse encore sexualiser les femmes bisexuelles à ce point. Du coup, genre, les mots que vous entendez parfois comme ça, de type ouais, t'es une meuf bi, t'es une fille facile, et ben ce genre de film véhicule encore et toujours ce genre de clichés qui sont néfastes, genre aux meufs bi qui veulent juste aimer leur copine et qu'on leur foute la paix. Surtout que la scène sert quasiment à rien. En fait, je m'en suis un petit peu rendu compte en voyant la critique d'In the Panda où on voit clairement que c'était juste un film un petit peu. Enfin. Une scène rajoutée juste pour faire un petit peu plus vendre le film au mec en chien. Exactement. Et en plus, ça rajoute encore un cliché au niveau des Françaises qui sont pas contre le plan A3. Voilà. Bon gros cliché. Donc pour conclure sur ce film... Bah, ça reste un bon film d'espionnage et du divertissement pour ceux qui aiment ce genre-là. Et surtout niveau esthétique. Ensuite, je vais parler de Les Proies. Donc, comme tu ne l'as pas vu, je te prie de bien vouloir sortir du cadre. Je me retire. Donc, Les Proies, réalisé par Sofia Coppola, est une réadaptation du roman donc, qui avait déjà été adapté dans les années 70 par Don Siegel avec Clint Eastwood dans le rôle principal. Cette fois, dans le rôle masculin, on a Colin Farrell, ensuite on a Nicole Kidman, Elle Fanning et Kirsten Dunst. Donc, le film tente pas mal de partis pris assez couillu pour un film de 2017. Déjà, elle utilise une pellicule donc dans un ratio beaucoup... C'est pas du 4/3, c'est quand même un peu plus large. Je pense que c'est du 1,66. Et en plus, sa pellicule, elle fait vraiment assez daté, mais elle a un super rendu, quoi. Ça fait des trucs très éthérés comme ça. Dès qu'elle est un petit peu... il y a un peu trop de lumière, elle surexpose, mais c'est tellement bien géré qu'à mon avis c'est fait exprès. Et pour ce qui est de la colorimétrie, ça va chercher dans les jaunes, sépia, ocre, comme ça. Et même un marron, enfin toute cette gamme de couleurs. Et c'est vraiment très joli. Et c'est un truc qu'on n'a plus l'habitude de voir en 2017. Et pourtant le film me plaît, comme quoi. Un autre parti pris du film, c'est d'utiliser quasiment que des musiques intradiégétiques et qui sont la plupart, enfin qui sont toutes jouées par les acteurs ou chantées. Et il y a que, à part celle du générique, il me semble qu'il n'y a qu'une musique qui est extra-diégétique et un petit peu de sound design qui se mêle, qui ressemble un petit peu à de la musique, quoi. Par exemple, moi, il y a une nappe d'instruments à cordes frottées, mais juste sur une note et qui dure pas très longtemps, donc on considère pas ça comme de la musique proprement parler. Pour ce qui est résumé de l'histoire, c'est pendant la guerre civile américaine, donc un mercenaire yankee qui se retrouve dans le sud et qui se fait héberger donc, dans une école de jeunes filles, donc tenue par Nicole Kidman. Et donc tout ça c'est servi par d'excellents acteurs, donc Colin Farrell, toujours excellent, et Nicole Kidman,
qui reprend du poil de la bête parce que récemment ce qu'elle avait fait, ça n'avait pas tellement marqué. Et donc comme d'habitude, chez Sofia Coppola, on filme des gens qui se font chier, mais sans se faire chier. Donc pour conclure, c'est un film très bien mené, et il mérite franchement son succès. C'est un film indé, et il arrive à faire quand même beaucoup d'entrées. Et quand on voit les échecs de beaucoup de blockbusters cet été, et que celui-là marche bien, ça veut dire qu'il y a quand même de la demande de bons films, quoi. Bon, on va parler de Seven Sisters, tu peux revenir. Donc, Seven Sisters. Donc, réalisé par Tommy Wirkola, et avec Noomi Rapace, et on va s'arrêter là vu qu'elle joue cette rôle différent. Donc, on a aussi Bill Skarsgård. Et Glenn Close. Oui, c'est vrai. Donc, dans un futur moyennement proche, la population mondiale a énormément augmenté. Et donc il y a une politique d'enfant unique qui est instaurée et très fliquée, quoi. Et donc si des parents ont plusieurs enfants, ils en choisissent un et les autres sont cryogénisés. Et donc un beau jour, les Setman, dont le papa est joué par William Dafoe, se retrouvent avec des septuplés sur les bras. Et donc ils trouvent une astuce de faire sortir une fille par jour. En leur donnant le prénom du jour où elles vont sortir. C'est ça. Mais elles gardent toute l'identité de Karen Setman. Et un soir, lundi ne rentre pas. D'où le nom anglais du film, What Happened to Monday, c'est ça. Donc dans les trailers, le film mise beaucoup sur son suspense, mais il n'a pas que ça pour lui en fait. Donc même si j'ai pu deviner la fin, il y a quand même des trucs que j'ai pu apprécier. Donc par exemple la direction artistique qui nous montre un futur pas épuré, mais en fait on n'est pas comme dans Blade Runner où il y a énormément de néons dans les rues. C'est un futur nul en fait. Non, pas vraiment, parce qu'on voit genre que les bâtiments extérieurs ont énormément, se sont élargis pour accueillir plus de population dans les villes en fait. Donc même ce qui tourne autour du contrôle des identités, au lieu d'avoir ta petite carte d'identité, t'as un bracelet, et donc forcément que les sœurs Setman se partagent avec la même identité. En fait, elles se partagent pas exactement, c'est juste que le personnage de William Dafoe, donc le père, en a créé 7 identiques, quoi. Un des défauts du film, c'est que au début, le père dit aux filles de vraiment communiquer tout ce qui s'est passé dans leur journée, tout ce qu'elles font et tout. Sauf que vraiment dans le film, c'est pas respecté et il y a vraiment des parties de scénario qui exploitent le fait qu'elles aient pas communiqué entre elles. Et donc du coup, c'est l'inverse d'un truc qui serait pas build-up, c'est que là ils build un truc, mais en fait ils font l'inverse. Et c'est pas logique. Donc le film peut quand même compter sur ses scènes d'action et ses scènes de tension et son montage, qui sont assez réussis. C'est vrai. Mais au final, je m'attendais à plus. Le film s'est survendu et du coup, déjà, fait quand même un petit peu une déception au niveau de ce qu'on attendait du scénario. Et ça n'en fait pas un film de science-fiction hyper marquant parce que son message reste quand même assez simple. Il est assez flou par moment. Donc moi c'est pas un film que je recommanderais énormément, sachant qu'il y a justement comme l'a dit La Tour Sombre, qui était un meilleur blockbuster. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à donner donc vos avis sur les films en commentaire. Et à partager la vidéo, c'est le plus important pour nous. Nous on vous dit à plus.